Mes bien chers geeks, mes bien chères geekettes, bonjour, c'est Benoît. Bon, j'étais pas là les 2 derniers jours, parce qu'en fait, je suis passé sur le billard. J'ai fait un petit peu de chirurgie esthétique parce que je voulais absolument ressembler à mon idole, Florent Gorge. Eh ouais. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au programme? À lire, à voir, crunch time, auto. Mais d'abord, on voit les news. Oubliez les graphismes en HD, les manettes de GameCube et les Amiibo, le plus gros point fort de Super Smash Bros. For Wii U, c'est incontestablement le mode Smash à 8. Annoncé très peu de temps avant la sortie du jeu, cette nouvelle fonctionnalité est arrivée à la fois comme une surprise et une évidence. Une surprise car on ne s'attendait pas à ce que Nintendo propose une telle exclue sur Wii U. Et une évidence car sa présence dans le jeu est finalement assez logique. Après tout, pourquoi se limiter à 4 personnages quand les consoles d'aujourd'hui peuvent en gérer bien plus? Seul problème, très peu de terrain était proposé lorsqu'on lançait une partie à 8. Un manque de choix sur lequel Nintendo s'est penché. Depuis la dernière mise à jour, il est ainsi possible de s'affronter sur 15 autres terrains. A noter qu'il ne s'agit pas de terrains inédits, mais de niveaux retravaillés pour pouvoir accueillir 8 joueurs. De quoi continuer à faire pleuvoir Bob-Ombs et Smash Meteor, tout en variant les environnements. Temps écoulé. Et c'est une victoire pour Mario. Des niveaux en forme de labyrinthe, des ennemis en 2D, des medikits à ramasser, à première vue, on jurerait voir un FPS sorti au début des années 90. Et pourtant, même s'il en a le goût et l'apparence, Retro Blazer n'est pas une suite de Wolfenstein 3D ou de Doom. En réalité, il s'agit d'un projet sur Kickstarter destiné à redonner aux joueurs quelques feelings oubliés. Dans cet hommage flashy au dernier titre d'ID Software, il n'y aura donc ni barre de vie qui se régénère automatiquement, ni réticule pour viser. On fera tout à l'ancienne, en strafant pour esquiver les balles et en martyrisant le bouton gauche de la souris. Un projet nerveux et prometteur que vous pouvez soutenir sur Kickstarter et ou tester via une démo gratuite. On continue ces news avec un autre titre jouant sur notre fibre nostalgique. Jeu de plateforme haut en couleur, Adventures of Pip est un projet qui a atteint les premiers objectifs de son Kickstart en octobre dernier. Sa particularité, il met en scène un héros qui a la capacité d'évoluer et de désévoluer. En se transformant, Pip peut ainsi passer de simples pixels à explorateur avant de devenir un redoutable aventurier en 2D. Naturellement, chaque évolution possède ses avantages et ses inconvénients. Le monopixel peut s'introduire dans des mini-recoins, l'explorateur peut faire du wall jump, tandis que l'aventurier dispose d'une épée, en plus d'avoir le charme d'un héros de l'ère des 16 bits. Charmant et tout aussi néo-rétro que le jeu précédent, Adventures of Pip devrait arriver sur Steam, iOS et console next-gen en mai prochain. Ah, notre pauvre Benoît, franchement, on lui fait des bisous et plein de bisous parce qu'il a mal au dos, visiblement. C'est triste, mais oui. Et donc, aujourd'hui, il s'avère que j'étais en plein tournage pour les prochains épisodes des Oubliés de la Préhistoire et on m'a demandé gentiment de le prendre un petit peu au débeauté et puis de le remplacer. Alors voilà, on m'a dit tu parles de ce que tu veux, sauf que j'ai pas grand chose à dire. Alors on m'a dit écoute, t'as qu'à parler de ton activité, de tes activités récentes. Et donc je vais vous parler de mes activités récentes. Qu'est-ce que j'ai fait récemment? À part tourner les épisodes des Oubliés de la Préhistoire, il y a peut-être des gens qui ne le savent pas, certainement beaucoup bien sûr, mais je suis traducteur-interprète, c'est japonais-français, et j'ai traduit plein de mangas ces derniers temps, notamment Super Mario. Je ne sais pas si vous savez, mais bon, voilà, aux éditions Soleil Manga, vient de sortir le manga officiel des aventures de Mario. Alors c'est pas forcément quelque chose qui est très fidèle aux épisodes, à la série du moins Mario Bros. C'est plutôt un manga qui s'intéresse aux enfants, qui s'adresse du moins aux enfants entre 6 et 12 ans. Donc c'est bourré de gags, c'est bourré de jeux de mots. C'est assez rigolo, c'est des personnages un petit peu façon SD, les amateurs de Dr Slump devraient apprécier. Mais voilà, si vous attendez un manga qui soit vraiment super fidèle à la série d'origine de Nintendo, vous risquez d'être un peu déçu. En revanche, si vous cherchez des gags un petit peu foireux avec des tas de jeux de mots vaseux, c'est plutôt un bon truc. Après, moi en tant que traducteur, ça a été assez compliqué à traduire. D'habitude, en moyenne, il faut quoi? Allez, une semaine pour traduire un manga, une bonne semaine, ouais. Là, il m'en a fallu à peu près 2. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a des gags pourris à toutes les pages. Donc c'est des calembours, généralement. Or, traduire un calembour, c'est pas forcément évident. Parce que il faut trouver des équivalences qui soient crédibles et qui soient drôles. Or, quand on traduit littéralement un calembour, en général, ça tombe à l'eau.
Voilà. Donc il faut traduire des jeux de mots japonais, trouver des équivalences, et comme ce sont souvent des gags visuels, eh bien il faut arriver à trouver un truc qui corresponde non seulement à l'image, mais qui reste drôle et qui soit aussi un calembour. Donc ça demande pas mal de réflexion, mais moi j'aime bien, hein. Je suis quand même un gamer dans l'âme à l'origine, donc je me dis à chaque nouvelle page que je traduis, je me dis tiens, allez hop, un nouveau défi, est-ce que je vais pouvoir traduire cette page et la rendre assez drôle? Voilà, c'est le défi que je me lance à chaque fois. Donc heureusement on a fait lire les mangas après leur traduction à des enfants, on les voyait qui rigolaient, donc on s'est dit c'est bon, on est bon. Et d'ailleurs en parlant de lecture, puisque c'est le cas, eh bien on va regarder tout de suite à lire à voir. Est-ce qu'on parlera de Mario? Suspense. Parfois, la France et le Japon ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Il peut y avoir des échanges, des flux, des conséquences qui font ressentir comme un subtil décalage entre les deux pays. D'un côté, le festival d'Angoulême reconnaît enfin Otomo Katsuhiro en lui décernant son Grand Prix lors de sa 42e édition qui a eu lieu le week-end du 31 janvier. L'auteur d'Akira devrait donc, selon toute logique, être présent en France l'année prochaine. Tandis qu'au Japon, l'actualité peut bouleverser sans crier gare les grilles de programmes télévisés. Certaines séries ces derniers jours ont bien failli voir leur diffusion retardée ou reportée, ce qui aurait impacté par répercussion les simulcasts des mêmes séries en France. Assassination Classroom, dont la série a commencé en simulcast sur ADN, a fait les frais d'une actualité mouvementée et a bel et bien été mise en pause momentanément. Le 3e épisode de cette série est désormais disponible depuis quelques jours. Elle raconte l'affrontement entre Koro Sensei, un extraterrestre surpuissant et pédagogue qui menace l'humanité, et ses élèves qui, entre deux devoirs, essaient de le trucider. L'adaptation de ce nouveau shonen plutôt efficace reste assez innocente en dépit de son concept macabre. L'anime est fidèle à sa version papier, disponible en France chez Kana. Le volume 7 de la série vient d'ailleurs de paraître. Alana et Marco, issus de deux races extraterrestres différentes, en guerre depuis de nombreuses années, sont amoureux et c'est bien là leur crime. Ils ont même eu une fille, Hazel, qui est la narratrice de cette histoire. Tentant d'échapper à leurs poursuivants, ils rencontreront différentes personnes qui, pour d'autres raisons, ont également dû quitter Cleavage, leur planète d'origine. La petite Hazel a depuis bien grandi et la famille s'est installée sur la planète Gardena où semble régner la paix. Space opéra sur fond de love story avec beaucoup d'humour, Saga est une série terriblement addictive et sans aucun coup de mou pour l'instant. Éditée par Urban Comics, elle a reçu de nombreux prix. Le scénariste Brian K. Vaughan est également connu pour avoir travaillé sur des séries télé comme Lost, mais aussi sur d'autres comics comme Buffy. La dessinatrice Fiona Staples a une patte très détaillée, surprenante au premier abord. Ses couleurs vives se prêtent parfaitement à cet univers. Une preview de ce 4e tome est disponible sur le site de l'éditeur pour se faire un premier avis. Adachi Toka est une jeune mangaka qui avait assuré le dessin de la série Alive Last Evolution. Elle s'est retrouvée propulsée au rang de mangaka à part entière pour sa nouvelle série Noragami, dont les 2 premiers volumes viennent de paraître chez Pika Éditions. Yato est un dieu fauché qui rend ses services à 5 yens le contrat, ce n'est pas cher payé. Malheureusement, il a du mal à trouver un Shinki, un familier qui lui sert de bras armé et qui pourrait supporter son caractère de cochon. Il croise la route de Hiyori, une jeune fille qui acquiert la capacité de séparer son âme de son corps et découvre le seuil, un espace entre le monde des morts et celui des vivants. Yokai, folklore japonais et Shinto forment un mélange plutôt sympathique dans ce nouveau shonen qui commence. Au Japon, une adaptation animée a déjà vu le jour début 2014 en 12 épisodes assurés par le studio Bones. Barry Chase est aussi Flyboy, le sémillant sidekick de Red Cowl, un flamboyant super-héros. Toujours au second plan, il n'a que rarement l'occasion de briller. Mais que se passe-t-il quand le héros principal trépasse et qu'il laisse son faire-valoir au chômage technique? C'est la question que se posent les auteurs de Sidekick, paru fin janvier chez Delcourt et prévu en 2 tomes. Assez classique, l'histoire propose une réflexion sympathique sur ces personnages de second plan. 10 ans après la Grande Guerre de Tokyo, le Japon s'est morcelé en une multitude de petits États indépendants. Les tensions ne manquent pas entre les différentes régions et les divers clans. Nozomi, Yukina et Ai décident d'entreprendre un road trip à moto qui leur feront traverser chaque région avec ses problèmes spécifiques. On remarque de suite la direction artistique très soignée, empruntant à des titres comme Katanagatari ou encore certaines scènes de Summer Wars. C'est le Studio 8, émanation Daiji Production, et remarqué pour son adaptation animée de l'Attaque des Titans, qui propose ici sa première série totalement originale. Une particularité toujours assez rare pour être notée. Les premiers épisodes donnent envie d'en voir plus. Difficile de s'imposer dans la chaîne alimentaire. Un renard chétif aimerait se faire respecter en tant que prédateur, mais les animaux d'une ferme proche ne semblent pas impressionnés. Un plan ingénieux lui vient alors en tête, élever des poussins pour les effrayer et finalement les manger. Mais aura-t-il le cœur de mettre son plan à exécution?
Benjamin Renner, le co-réalisateur d'Ernest et Célestine, s'initie un album très drôle au style toujours aussi mignon, à dévorer depuis fin janvier aux éditions Delcourt. On n'avait pas eu l'occasion de revenir rapidement sur la sortie de Space Dandy chez Atanime en décembre dernier. C'est toujours un bonheur de revoir les aventures du dandy de l'espace à la recherche d'extraterrestres inconnus. La série supervisée par Watanabe Shinichiro est un espace de liberté. À chaque épisode, un créateur peut s'amuser pour développer un thème, un rythme, un délire. Ce premier pack contient les 13 premiers épisodes de la série, produits en début 2014. Il permet aussi de découvrir une VF tout aussi nonchalante que la série. Dans le rôle du dandy, une voix qui semblera familière aux habitués de la chaîne, Martial Leminou, qui se cale naturellement sur les différents délires de la série. On pourra regretter quelques imprécisions sur certains noms, mais le tout reste fun. L'édition collector renferme un livret artbook au format paysage. Celui-ci est très fourni avec plein d'éléments de production qui font plaisir à voir. Comme à son habitude, le prix reste assez élevé chez l'éditeur. Bon, bah pour ceux qui sont des habitués de l'émission 101%, vous avez reconnu ma tenue, hein, évidemment, je suis toujours en tenue du professeur Florent qui anime l'émission Les Oubliés de la Préhistoire toutes les semaines le vendredi. J'espère que vous serez là demain. Et en fait, ça fait quoi? Allez, c'est la 3e saison maintenant que je travaille sur cette émission. Ça fait plus de 4 ans maintenant que j'ai des liens plus ou moins solides avec No Life et j'en suis vraiment très content. Et ça me fait penser que il n'y a pas beaucoup de réactions quand même. Hein. C'est vrai que nous, à No Life, d'une manière générale, je pense que tous ceux qui font des émissions, ils le font pas évidemment pour l'argent, parce que vous connaissez les problèmes de la chaîne, on va pas y revenir, mais on fait ça surtout parce qu'on a envie de faire plaisir aux gens. Or, quand on travaille sur un truc et qu'on n'a pas de réaction, bonne ou mauvaise, hein, bien sûr, hein, je tiens à le préciser, c'est un peu triste quand même. Donc n'hésitez pas à réagir sur les forums, à dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut garder, enfin voilà. En tout cas, les réactions, c'est un petit peu notre essence, c'est ce qui nous permet de continuer à faire tout ça. Surtout que travailler avec No Life, c'est pas de tout repos. Je me souviens, en gros, chaque épisode des Oubliés de la Préhistoire, ça demande une quinzaine d'heures de travail entre le moment où on fait des recherches, qu'on fait des saisies, où on écrit le texte, et puis ensuite qu'on vient travailler à No Life directement pour le cadre, et puis etc. Ouais, sans compter le montage et le mixage, il y a bien 15 heures de boulot. C'est quand même un gros taf. Et c'est ce qui me fait dire que c'est un métier difficile quand même de travailler sur une chaîne de télévision pour une émission hebdomadaire. Et rien que pour ça, je me dis, chapeau à Julien Pirou. Parce que Julien Pirou, mine de rien, vous en rendez peut-être pas compte, mais il écrit, je sais plus, 3-4 émissions à lui tout seul pratiquement. Alors de temps en temps, il est un peu aidé, mais c'est un truc de malade. Il a aussi du boulot, ce gars-là. Moi, je me demande quelle vie il a en fait en dehors du travail, parce que chapeau, voilà. Et d'ailleurs, en parlant de Julien Pirou, je crois que c'est son émission, la Crunch Time. Oh là là, quel talent! Bienvenue dans Crunch Time. Qu'il s'agisse de définir un métier ou d'expliquer un terme technique, grâce à Crunch Time, les mots du développement de jeux vidéo n'auront plus de secret pour vous. Pour définir l'état d'avancement d'un développement de jeux vidéo, on utilise les expressions bêta, alpha et gold. Nous allons aujourd'hui expliquer à quoi correspondent ces termes. Après avoir passé des mois, voire des années à travailler sur leur jeu vidéo, les développeurs atteignent le stade où le jeu est jouable. Il manque peut-être des niveaux, des quêtes ou des personnages, il y a encore des tonnes de bugs et les graphismes son et musique ne sont pas encore définitifs. Mais le projet est jouable. Cette première version jouable, c'est donc la version alpha. C'est une étape importante pour les développeurs car ça signifie que le plus gros du chemin est fait et que le bout du tunnel est en vue. Quelques semaines ou mois supplémentaires s'écoulent et arrive le stade où tous les assets graphiques et sonores sont produits et implémentés. Le jeu entre alors dans sa phase de bêta. Un observateur extérieur pourrait voir le jeu tourner et penser qu'il s'agit du produit final, sauf qu'il reste encore tout un tas de bugs à éliminer, c'est pourquoi les développeurs organisent souvent des bêta-tests. Lorsque tous les niveaux, quêtes et autres éléments non graphiques sont implémentés, on dit que la version est Content Complete. Alors ça peut survenir en cours d'alpha ou de bêta, ça dépend des projets, de l'organisation du travail ou de tout un tas d'autres facteurs. Parfois le jeu n'est pas encore content complete et pourtant la date de sortie approche à grands pas.
ce qui obligera les développeurs à couper du contenu, la boule au ventre et les larmes aux yeux. Mais on reviendra là-dessus le jour où on parlera du rôle du closer. Lorsque le jeu paraît sortable, les développeurs vont compiler une version du jeu qui sera destinée à être gravée sur disque ou mise en ligne sur une plateforme de téléchargement. Cette build du jeu est le Gold Master, la version de référence, l'équivalent du bon à tirer dans l'imprimerie. Dans le jargon, on dit que le jeu est passé gold. Évidemment, de nos jours, l'emploi de ces termes a été quelque peu galvaudé. Certains développeurs et éditeurs utilisent l'accès à la bêta comme argument de vente, alors que la prétendue bêta tient souvent plus de la simple démo. Et du coup, lorsqu'il s'agit d'un vrai bêta-test, on voit de plus en plus des joueurs se plaindre que le jeu est buggé ou pas fini. A contrario, les joueurs ont parfois le sentiment que le jeu passé gold est encore une bêta. Une chose est sûre, en 2015, les frontières entre ces étapes sont devenues un peu plus floues que par le passé, et le développement d'un jeu s'arrête rarement avec le Gold Master. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter maintenant? Je sais pas, peut-être que vous avez des questions, je sais pas, poser. Ah, Wii U, je te reconnais bien là, t'es vraiment une curieuse toi. Bah ouais, en fait, voilà, la question que Wii U vient de me poser, c'est quel est ton parcours? Bah ouais, il faut que je raconte ma vie un petit peu pour dire voilà d'où je viens, etc. Ça me permet de meubler pendant les quelques minutes du plateau. Bah voilà, moi je suis dijonnais et puis à l'âge de 17 ans, j'ai eu la chance formidable de pouvoir partir un an dans une école japonaise, un lycée japonais, j'étais encore en classe de terminale, et de vivre en immersion totale en famille d'accueil du côté de Nagoya, dans le centre du Japon, et de fréquenter un lycée japonais en tant qu'étranger, quoi. J'étais le seul gaijin, j'étais le seul blanc de tout le lycée, donc c'est vrai que j'étais un petit peu la bête curieuse les premières semaines, mais c'était plutôt sympa. J'ai eu la chance de pouvoir découvrir de l'intérieur comment vivaient les jeunes japonais. Donc c'était en 97, donc ça fait maintenant 15 ans, ça commence un peu à dater. Ah non, 18 ans maintenant, oula, je prends peur. Bref, ça fait quand même maintenant un certain temps, donc le système scolaire, tout ça, ça a un peu changé, mais je suis très heureux d'avoir pu vivre ce genre d'expérience. Et c'est ce qui m'a permis, surtout que c'était une époque avant l'explosion d'Internet qui arrivait l'année suivante, finalement d'apprendre le japonais assez efficacement, parce que dans mon lycée, donc j'étais le seul étranger, on m'avait donné le conseil très très judicieux qui était le suivant. On m'avait dit, quand tu arriveras au Japon, tu t'en fous, même si ça détruit l'image des Français qui est pas terrible à ce niveau-là, mais même si on te dit « Ah, les Français, ils parlent pas très bien l'anglais », tu joues le jeu, tu ne parles pas l'anglais. Même si tu le parles, tu évites de parler l'anglais. Je comprenais pas trop pourquoi. Et quand je suis parti au Japon, j'ai compris pourquoi il valait mieux que j'évite de parler l'anglais, parce que tous les étudiants étrangers qui étaient un peu comme moi, mais qui venaient d'Angleterre ou même d'autres pays, quand ils arrivaient dans leur lycée, comme ils parlaient pas japonais, évidemment, comme la plupart des jeunes qui débarquent, eh bien, le système le plus facile, c'était de parler en anglais. Et du coup, la plupart du temps, tout le reste de l'année, ils se contentaient de la version la plus facile, le plus simple, c'était malgré tout l'anglais. Et puis ça aidait vachement les lycéens aussi dans la classe, parce qu'ils se disaient, tiens, avec l'étudiant étranger, on va pouvoir réviser nos devoirs, etc. Moi, j'étais peinard. J'ai dit dès le début de l'année, l'anglais, no, I don't speak. Et puis voilà, j'étais tranquille. J'ai pu apprendre le japonais beaucoup plus facilement, parce que tout le monde me parlait en japonais. Donc c'était vachement bien. Ensuite, autre système qui était vraiment bien pour apprendre le japonais, c'était de regarder beaucoup la télé et surtout d'écouter beaucoup de musique. Alors j'achetais pas mal de CD d'occasion, parce que j'avais pas beaucoup d'argent à cette époque. Je me mettais mon petit écouteur là comme ça, j'écoutais les paroles et je lisais les textes qu'il y avait dans les petits livrets. Et c'était vachement efficace pour se faire non seulement à l'oreille, et puis ensuite apprendre les kanji, parce qu'à force d'écouter toujours les mêmes chansons et de lire les paroles en essayant de suivre évidemment à la même vitesse, c'est super efficace. Et c'est ce qui me fait d'ailleurs penser que c'est l'heure d'auto là d'ailleurs, non ? Bonsoir à tous et bienvenue en Auto. On va commencer l'émission avec quelques petits rappels. Depuis samedi, vous pouvez voter pour vos clips préférés de Scandale pour définir le classement de leur J-Top Artist
qu'on organise pour fêter leur venue en France. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur le site de No Life. Pour le reste, vous serez bien guidés. Mais il n'y a pas que Scandale qui a besoin de vous. Non, les Berries Kobo aussi auront droit au classement des clips préférés des fans. Et oui, avant que le groupe n'arrête ses activités, No Life leur rendra un dernier hommage dans une soirée spéciale. Donc si vous allez sur le site, vous aurez double mission. Et tant que vous y êtes, pensez à voter aussi pour le G-Stop normal. Concernant l'émission, comme d'habitude, vous aurez les nouveautés de la semaine, précédées des annonces de concerts. Ce week-end, vous pourrez découvrir le projet solo de Ryosuke, le bassiste de Lolita Niju Sankyu à Paris Manga. Il s'agit de Wingworks, il donnera un concert sur scène le samedi 7 et sera en dédicace les 2 jours de la convention. N'hésitez pas à aller sur le site de l'événement pour les horaires exacts. Le 19 et 21 février, on change radicalement de style avec le groupe instrumental Nisenen Mandai. D'ailleurs, pour leur concert du 21 à la Gaîté Lyrique de Paris, la soirée devrait commencer vers 23h30 avec la trance de ces 3 demoiselles. Sa Majesté Kamijo fête ses 20 ans de carrière et ce n'est pas rien. Il donnera 2 concerts en France pour cela, tout d'abord à Marseille au Poste Galène, où il profitera d'ailleurs de Japan Expo Sud pour faire des dédicaces ainsi qu'une conférence, puis il montera sur la capitale pour se produire au Divan du Monde. Leur clip est arrivé à l'antenne ce samedi, les Ganglion. Elles donneront leur premier concert en France dès la fin du mois de mars. Voici déjà quelques dates annoncées, peut-être que la liste s'élargira avec le temps. On espère que vous ferez bon accueil à ce groupe de visual kei 100% féminin. On finit avec les Scandales dont le concert est prévu pour le 25 avril au Bataclan. Pour fêter ça, une soirée spéciale sera organisée dans quelques semaines, on aura des cadeaux à vous faire gagner et on compte sur vous pour voter sur le site de No Life pour les clips de Scandales que vous préférez. On va maintenant découvrir quels clips vont rejoindre l'antenne ce week-end. Cette semaine, vous aurez le clip de Hito, Handsome Rock'n'Roll, une chanson qu'on peut retrouver dans son nouvel album sorti le 1er février au Japon, To My Dearest Piano Best of Singles. Cette semaine encore, vous allez profiter de la jolie voix de Asakura Saya avec le clip Yasashi Oenka, une gentille chanson d'encouragement et très touchante qui plus est. Ce clip date de 2013. Les Smile Edge sont devenus les Angeleme et en ont profité pour intégrer de nouveaux membres. Voici leur premier clip ensemble, Taiki Bansei. Et grande nouveauté, ce n'est pas Tsunku à la compo ni aux paroles, mais notre cher Nakajima Takui. On repart en 2011 avec la chanteuse Michi et son clip One. Comme toujours avec elle, on plane légèrement sur une mélodie électro, le tout relié par des paroles qui donnent la force d'aller de l'avant, une chanson dont on a bien besoin vu tout ce qui se passe dans le monde en ce moment. Et pour faire la fête, on a les Scandales. Elles sont dans la place avec leur titre complètement foufou, Scandal in the House. On fait péter les couleurs, on se bouge le popotin et surtout, on s'amuse un max. Puis, on en profite aussi pour en découvrir un petit peu plus sur les membres du groupe. Tout comme la dernière fois, nous allons voir 4 clips qui nous viennent de Japan in Motion. On commence avec Flower Flower. C'est le groupe de l'ancienne chanteuse solo Yui. Maintenant Yui s'écrit en minuscule et elle écrit pour ce groupe avec lequel elle prend un nouveau départ. Voici un aperçu de leur musique avec Subarashi Sekai. On continue avec le groupe Hitoriye. Le chanteur principal, vous le connaissez bien, il s'agit de Wowaka, ce célèbre vocalopi qui a entre autres écrit et composé pour Aki Akane. Ici vous l'avez en chair et en os dans le clip Imperfection tiré de leur premier full album. Après les garçons, les filles, avec Lagoon et leur clip Kimi no Matsusekai. Ce n'est pas un simple groupe de filles. Celles qui ont participé à l'audition pour la création de ce groupe avaient toutes des profils bien différents. Par exemple, une était employée dans un café, une autre était étudiante, et la chanteuse Miori est une ancienne idole. Elle faisait partie des Sweets, si certains s'en souviennent. Voici leur premier titre, Kimi no Matsusekai. En parlant d'idol, voici Tracks, le clip des Passepots où on dit au revoir à la petite Okunaka Makoto qui quitte le groupe pour s'envoler vers de nouvelles aventures. Et enfin, il y aura Band Gashtai des N Chikugawa Boys, un clip très simple en un plan fixe, et pourtant je m'ennuie pas du tout en le regardant, il me donne même envie de me mettre à la batterie et pourquoi pas de créer mon propre groupe de rock. D'ailleurs au final, on dirait presque des enfants qui jouent à un jeu bien amusant, ça donne même très envie de danser. Ce clip vous plaira-t-il autant qu'à moi? Ce qui est sûr, c'est qu'il aura besoin de votre soutien s'il veut se démarquer, alors pensez à bien voter pour le G-Stop de la semaine prochaine et à bien regarder celui de cette semaine. Bye bye! Voilà mes chers enfants, voilà,
Non, non, on va faire ça plus simple, à la Benoît, on va faire ça vraiment cool, professionnel. C'est la fin de cette émission, et ben, je suis très content de l'avoir présenté, hein. C'était pas prévu, mais bon, je souhaite un énorme et un très bon rétablissement à notre ami Benoît, on espère qu'il reviendra vite. Et puis bah, nous, on se retrouvera, j'espère, bientôt. Là, je suis en train de travailler sur la saison 2 des Oubliés de la Playhistoire, qui devrait sortir d'ici, allez, je sais pas, 2 mois, 3 mois. Mais j'espère que vous l'attendez avec autant d'impatience que nous, on est heureux de la fabriquer. Voilà, on pourra retrouver la saison 2, donc plus de 40 épisodes, des bonus, un bouquin avec des pages en couleur, tout ça. Enfin, ça va être le délire, ça va être très très bien. Et d'ailleurs, en parlant des Oubliés de la Playhistoire, n'oubliez pas de revenir nous voir demain. Demain, on va vous présenter Noriko, un jeu qui mérite vraiment son statut d'oublié de la Playhistoire. Donc voilà, j'espère que cette émission vous a plu. Évidemment, ça vous a plu, c'est du No Life. Et puis on se retrouve pour ma part demain, et puis sinon vendredi avec n'importe qui. Et il sera certainement très sympa ce n'importe qui. Salut!